production Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Pour cette nouvelle écoutation, je suis heureuse de recevoir Élise Thiebaud. Journaliste, écrivaine féministe de plusieurs ouvrages, des titres qui ouvrent la boîte de Pandore. Ceci est mon sang, mes ancêtres les Gauloises et l'Amazone verte, sortie cette année, qui retrace la vie de l'écoféministe Françoise d'Aubonne. Tu as bien sûr à cœur de redonner une juste place aux femmes, de les émanciper et d'éclairer qu'il existe d'autres voies possibles, d'autres modes sociaux à inventer, où le sensible aurait sa place. Tu rends l'intime public et le public intime. Bonjour Élise, pourquoi c'est le bon moment pour rendre à nos corps la place qu'ils méritent ? Bonjour, ça devrait toujours être le bon moment pour ça, mais principalement parce que c'est par le corps que s'exerce à la fois la puissance interne et les dominations. Les dominations, elles s'inscrivent dans et contre le corps, en particulier celui des femmes. C'est la raison pour laquelle je me suis penchée sur la question des règles, parce que j'avais cette intuition que c'était à travers les règles que se nouait ce rapport de domination qui infériorise les femmes. On nous dit « ça y est, tu es devenue une femme », c'est-à-dire c'est ce par quoi on est défini comme femme, qui est ensuite désigné comme quelque chose de honteux, à cacher, quelque chose de sale, d'impur. Et évidemment, la première implication, c'est que inscrit dans nos corps et dans nos cycles se trouve ce pouvoir qui nous dénigre et qu'on intériorise. À mesure qu'on perd le sang, on perd le sens de cette puissance. Qu'est-ce qui, dans ton histoire de femme, de fille, de mère, t'a menée sur ce chemin ? C'est très difficile de dire d'où viennent les intuitions ou les inspirations les plus profondes. Elles sont vraiment le résultat d'une alchimie qui, me semble-t-il, remonte dans mon cas très loin dans mes ancêtres, mais vraiment très très loin. Donc, je crois que c'était toujours présent. J'ai toujours écrit beaucoup sur ces questions-là. Ça a toujours été à la fois... ça a toujours été quelque chose de central pour moi, la sexualité, le sexe, le corps, la santé, chargé pendant de très longues années de beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Et c'est venu très lentement au moment où, curieusement, j'ai atteint la ménopause. Ça a été pour moi un moment d'accomplissement, de révélation, de libération profonde. Et c'est arrivé d'un seul coup, alors que je tournais autour de toutes ces choses-là. D'abord, j'avais perdu ma belle-mère, c'est-à-dire la mère de mon demi-frère. C'était une femme qui comptait beaucoup pour moi. J'étais très attachée à ma mère, mais j'étais aussi très attachée à cette femme. Et je l'ai accompagnée dans la mort. Et le moment où ça s'est passé, en même temps, j'ai commencé ma ménopause. Je suis arrivée à ce dispositif. Et là, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose à vivre de très différent. Et c'est arrivé absolument d'un seul coup.
c'était pas conscient, c'était pas rationnel, c'était vraiment un chemin qui s'est ouvert très différent pour moi et dans lequel j'ai décidé de m'engager. La sortie de ton livre L'Amazone verte raconte la vie de Françoise d'Aubonne, écoféministe décédée en 2005. Comment est-ce que tu perçois la jeune génération qui mêle féminisme et écologie? Alors je perçois pas la nouvelle génération, je suis pas sociologue, je j'ai pas ce genre de regard généralisé. Peut-être des personnes ont cette compétence, mais c'est pas la mienne. Je me suis penchée sur, Françoise d'Aubonne, parce qu'il me semblait que, sa vie était, très en prise avec ce qui était en train de se passer maintenant. Sa vie, son œuvre, ses inspirations, c'est quelqu'un, qui s'est imposé à moi, c'est ma jumelle astrale, elle est née le 12 mars comme moi et elle m'est arrivée en rêve. J'ai des petits frissons partout, c'est comme si elle était là. Elle est là. Ah ouais. Ah ben là, j'ai des, Voilà. J'ai des frissons, mais des pieds à la tête au-dessus de moi et tout. Oui, elle s'est assise un peu sur mes genoux et elle m'a accompagnée pendant toute une année, l'année de son centenaire. J'ai commencé à écrire ce livre le jour de ses 100 ans, qu'elle n'a pas pu avoir puisqu'elle était morte, en 2005 et ensuite, eh bien, ça a été vraiment, une expérience, de vie, assez extraordinaire que d'écrire, la vie de cette femme, de cette, autrice qui a, tout, pressenti. C'est quelqu'un qui avait des intuitions fulgurantes, absolument géniales, et très fortes, mais en même temps toujours un peu inabouties. Bon, elle est née en 1920, elle a été résistante. Bon, elle a été une enfant, précoce, génie, voilà, je crois qu'à 13 ans, elle a obtenu un prix, littéraire, elle a gagné un concours d'écriture pour enfants, en envoyant un roman de 200 feuillets. Ils avaient dit 200 lignes minimum. Et elle en a fait 200 feuillets, ils ont été obligés de le raccourcir, pour, le pouvoir l'éditer. C'était chez Grasset, je crois, non, c'est chez De Noël. Oui, je crois que c'était le concours de Noël. Donc déjà, enfant précoce, ensuite elle entre dans la résistance. Ensuite, au lendemain de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, elle rentre au Parti communiste, comme tout le monde, si je puis dire. Elle a eu un enfant déjà, pendant la guerre, d'un homme, qu'elle a planté sur le seuil de l'église, parce que, elle ne voulait pas vivre avec lui et qu'elle avait compris qui il était. Mais bon, elle avait été obligée de se marier parce qu'elle était enceinte. Mais ensuite, elle n'a pas élevé cet enfant, qui a été élevé par sa famille. Elle devient donc, elle découvre le féminisme en lisant, en découvrant en 1951 Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir. Elle lui écrit et elle lui dit: «Vous êtes un génie, vous nous avez toutes vengées». Enfin quelqu'un qui a compris, que la question centrale de l'humanité, c'est, le rapport entre les femmes et les hommes et la domination masculine. Elle le comprend, on parle de 1951. C'est assez extraordinaire, il y a peu, on a oublié le scandale qu'a été l'apparition du deuxième sexe et elle comprend aussi assez vite que, il y a, chez, Simone de Beauvoir quelque chose qui est, d'une certaine façon un manque. Elle écrit un livre qui s'appelle Le complexe de Diane, pour défendre Simone de Beauvoir et en même temps elle comprend que Simone de Beauvoir, elle a laissé de côté la question du corps, qui est une question et du désir et de la sexualité, qui est une question qu'elle va explorer toute sa vie. Elle va s'engager contre le colonialisme, contre la guerre d'Algérie, signer le manifeste des 121 pour l'insoumission. Puis elle fait mai 68, mais mai 68, elle a déjà 2 enfants, elle a 51 ans, elle va commencer sa ménopause. Et elle va tous les jours creuser, jeter des pavés sur les flics, alors que son petit-fils vient de naître, son petit-fils qui est David Dufresne,
le journaliste et réalisateur qui a notamment documenté la question des violences policières, qui est né juste avant mai 68, en avril 68. Donc, elle l'a très peu vu et très peu connu, puisque elle a pas forcément été, elle n'était pas pudiquement, ses proches disent, elle n'était pas très famille. Alors que c'est un peu faux en même temps. Elle est restée très proche de ses sœurs, de son fils Vincent, avec qui elle avait une relation très intense, mais un peu lointaine en même temps à certains égards. Et je crois que c'est un regret qu'elle a eu et que j'ai essayé de réparer dans ce livre, de ne pas avoir été plus proche de ceux et celles qu'elle aimait. Ensuite, elle a cette intuition fulgurante en 73 de l'écoféminisme. C'est-à-dire, elle comprend que derrière tous les systèmes de domination, le capitalisme et y compris le socialisme, il y a toujours caché en embuscade, grosso modo, le patriarcat. Et que c'est pas parce qu'on aura fait la révolution qu'on aura résolu ça. C'est parce qu'on aura résolu la question de la domination patriarcale qu'on pourra envisager une autre forme de société. Et elle postule que, évidemment, c'est le même processus qui conduit à l'exploitation et à la domination des femmes, conduit également à l'exploitation, à la domination de la nature. C'est l'idée que le vivant doit être placé sous le contrôle des hommes, qu'on doit l'objectiver, en faire une source de profit, et non pas une source de partage, de coopération. C'est vraiment, et elle décrit la première, elle fait pas un truc écologiste sur les petites fleurs, la biodiversité, elle s'en foutait en vrai. Elle était une citadine, elle n'avait rien de l'écolo de base. Non, ce qui l'intéressait, c'était d'analyser, et je pense qu'elle est une des premières à avoir analysé cette question sous l'angle du pouvoir. Et de comment ce pouvoir, par définition, était mortifère. D'où le titre « Le féminisme ou la mort » de cet essai majeur qui a été republié, je crois que c'était en octobre dernier, dans lequel elle pose les bases de la pensée écoféministe. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui relie l'écologie et la sexualité ? Parce que, donc, si je te suis... Donc, elle est la première à clairement dire, si on ne s'attelle pas à la relation entre les hommes et les femmes, si on ne sort pas de ce rapport de domination, c'est tout le vivant, en gros, qu'on enchâsse dans un devoir de performance. Et on voit bien aujourd'hui les limites que ça a. Et maintenant, j'aimerais aussi t'entendre sur... Voilà, quel lien il y aurait à faire entre nos sexualités, peut-être pas la sexualité, nos sexualités, et l'écologie. Oui, c'est super que tu poses cette question parce que ça me permet de revenir sur un truc que j'ai fait une totale ellipse quand je suis passée de mai 73. Je loupe un épisode fondamental de la vie de Françoise d'Aubonne, qui est le fait qu'elle a cofondé le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui est donc la première prise de conscience politique que la sexualité et l'orientation sexuelle et de genre fait l'objet d'une oppression, et que cette oppression, elle conduit, son grand truc, c'est de dire les féministes et les homosexuels peuvent faire cause commune ensemble contre le patriarcat, et qu'il y a la même chose qui s'exerce contre les femmes et contre les sexualités jugées déviantes. Elle écrit d'ailleurs Eros minoritaire juste avant la fondation du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et effectivement, il y a bien un lien. Premièrement, et ça c'est quelque chose qui a été beaucoup décrit dans les années récentes, mais dont elle a tracé assez tôt la perspective, qui est de dire que la sexualité, c'est un espace de liberté, et elle est opprimée d'abord par l'injonction à la binarité.
Il faut correspondre à une norme de genre. Et elle a passé son temps, même très jeune, à dire « mais moi, je me sens pas tellement une femme ». Elle pouvait dire à la fois « j'ai adoré accoucher », je ne me sens pas tellement mère et j'ai l'impression d'être un bon frère pour mes camarades. Et elle a décidé, à l'âge de 50 ans, elle a découvert le véritable amour après des relations amoureuses absolument épouvantables et désespérantes. Elle a décidé de n'aimer que des hommes bisexuels. Mais de sortir d'une certaine manière de l'hétérosexualité. Donc elle disait, je ne suis pas une femme, je suis un PD. C'est quelque chose, tout en étant une femme mûre, avec un poids considérable, qui vivait totalement librement, sans se préoccuper de ce qu'on disait d'elle. C'est déjà en soi un caractère très amazonien et très tonitruant. C'est quelqu'un qui s'autorisait beaucoup de choses et qui avait énormément de courage pour même aller toujours trop loin. Elle est allée jusqu'à être terroriste, à mettre des bombes dans le cadre du combat antinucléaire par exemple, à la centrale de Fessenheim, qui était alors en construction. Elle est allée poser des explosifs avec son amant de l'époque. Et c'était assez étrange parce que c'est l'année de son centenaire que Fessenheim a été fermé. Donc voilà, il y a tout contenu dans sa vie. Et par rapport à la question de la sexualité, elle le dit que l'hétérosexualité, en dessous du patriarcat, l'hétérosexualité en tant que système, est oppresseur parce qu'il nous oblige à correspondre à des normes de genre, des normes sexuelles, alors dont elle souligne, je trouve, à raison, que ça limite un peu les espaces de plaisir, en particulier pour les femmes, probablement aussi pour les hommes, en réalité. Et le fait de tout mettre dans le même pot. Alors, elle adorait citer Engels, qui avait été oublié, qui disait « Il n'y aura pas de révolution sociale qui ne soit précédée par une révolution sexuelle et une libération sexuelle des femmes. » Donc, il parlait de libération sexuelle, Engels. Et l'idée qu'on se libère par son corps, c'est aussi qu'on se libère par l'endroit où on est le plus opprimé. Parce que c'est par la sexualité, le contrôle de nos corps par d'autres, puisque c'est de ça dont il s'agit. Les corps des femmes sont contrôlés, l'impossibilité de choisir quand, comment, avec qui elles s'accouplent, toute l'histoire de la virginité, toute l'histoire, évidemment, de la lutte pour la contraception, et puis de l'exigence du plaisir. Donc il y a quelque chose là qui est profondément libérateur, parce qu'une fois que on redevient, on retourne dans la souveraineté de soi, eh bien tout change, tout peut changer. Mais dans l'autre sens, ça ne marche pas. Il n'y a pas de libération externe qui ne commence pas par une libération interne et très profonde, dont le but n'est pas l'accès au plaisir. Il ne s'agit pas de jouir, mais il s'agit d'être en conscience avec qui nous sommes. C'est dans le corps que tout se passe. Il n'y a pas d'autre espace dans le corps et dans le présent. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce qui a fait autant écho chez toi avec le parcours de cette femme ? Là encore, c'est très difficile de dire ce qui provoque ça. Je ne peux dire qu'une chose, c'est que c'était du registre de l'évidence. Je n'avais quasiment rien lu d'elle quand j'ai commencé la biographie. Mais je savais qu'il fallait que je la fasse. C'était une nécessité intérieure. Je pense en vrai que je n'y suis pas pour grand-chose. Je veux dire, sans invoquer les esprits à tout bout de champ, ce serait malvenu, mais... Elle avait un relais à te transmettre ? Il y a des choses qui arrivent à une maturité dans la pensée, dans l'esprit, et je suis loin d'être la seule, parce que Françoise d'Aubonne, elle a suscité un énorme intérêt depuis quelques mois
indépendamment de... Voilà, et c'est comme toutes les idées importantes, hein, ça a été souligné par beaucoup de chercheurs ou de chercheuses. Les idées surviennent toujours en même temps, partout dans le monde, et bon, je suppose qu'il doit y avoir des formes de connexion qui nous échappent, que nous ne comprenons pas, mais qui expliquent qu'une idée est à maturité. C'est le Zeitgeist, l'esprit du temps, est mûr pour ça. Et je n'ai été que la servante de ça. Dans ton livre Ceci est mon sang, où les règles, celles qui les ont et ceux qui les font, tu soulèves l'immense tabou des règles sur lequel repose le système patriarcal. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Nos règles de société, nos règles de vie ensemble, depuis les nôtres. En fait, ce qui m'a toujours fascinée dans cette question des règles, c'était comment quelque chose d'aussi important dans nos vies pouvait être ignoré, absent des conversations et absent de nos ressentis le plus souvent, que c'est vraiment l'expérience interdite. C'est quelque chose qu'on va vivre 2400 jours en moyenne dans nos vies. C'est quelque chose qui a une importance considérable puisque de nos règles dépend la survie de l'humanité. Et ça a d'ailleurs été compris comme ça à la préhistoire. Quand j'ai commencé à faire des recherches, à m'intéresser à ce que disaient les anthropologues, eh bien, j'ai été d'abord surprise de voir qu'il y avait très peu de textes qui en parlaient et que les rares textes qui parlaient des menstruations dans l'histoire, souvent le faisaient à leur insu, de leur plein gré, si je puis dire. Par exemple, quand Claude Lévi-Strauss écrit L'origine des manières de table, on se dit, bon, c'est un livre d'ethnologie et d'anthropologie sur la nourriture. Et puis, il analyse sur un plan anthropologique, ethnologique, structuraliste aussi, les mythes, des mythes des Indiens autochtones d'Amérique du Sud autour de la nourriture. Et tous ces mythes ont tous à voir avec les menstruations. Absolument tous. Il a écrit un livre entier sur la question des menstruations et leur représentation, mais sans s'en apercevoir. Ce qui n'est pas tellement surprenant, parce que Claude Lévi-Strauss, en dépit de son génie, il était capable d'écrire une phrase comme « Nous sommes arrivés dans ce village, il était vide, il n'y avait plus personne, à l'exception des femmes et des enfants ». On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il soit vraiment extrêmement attentif à cette question-là. Il a défriché ce qu'il pouvait défricher, et ensuite, celle qui lui a succédé à la chaire du Collège de France, c'était Françoise Héritier, et qui, elle, a pensé cette question-là dans sa continuité. Donc, j'ai creusé ça un petit peu, j'ai essayé de comprendre, et je suis tombée sur un anthropologue qui s'appelle Chris Knight, et qui, lui, avait écrit un livre assez fascinant où il explique que l'origine de la société, ce sont les menstruations. Il dit, voilà, imaginons comment ça se passait à la préhistoire. Nous avons plein de signes que, très probablement, pendant longtemps, les personnes ne comprenaient quel était le rôle des rapports sexuels dans la gestation. Par contre, on avait bien observé qu'il y avait un rapport entre avoir ou ne pas avoir ses règles et la grossesse. Si on n'a pas ses règles, c'est probablement qu'on est enceinte, ou qu'on est une enfant, ou qu'on est une femme ménopausée. Et que donc, on envoie un signal à la fois qu'on n'est pas enceinte et à la fois qu'on peut l'être. C'est ce double système. Et ce qui s'observe, et ce qui a dû s'observer, on parle de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'années, c'est qu'il y a coïncidence entre le cycle menstruel et le cycle lunaire. Chris Knight dit, c'est ce qui fait que les femmes ont été les premières astronomes, les premières à observer les grands cycles des étoiles, à donner les directions, parce qu'elles ont compris, puisque c'est elles qui avaient fait le lien
Elles ont compris comment et quand il fallait se déplacer, les questions des équinoxes, de la lumière, etc. Il y a vraiment un lien. Lui postulait, et il postulait qu'il y avait véritablement, à l'époque préhistorique, peut-être coïncidence réelle entre le cycle menstruel et le cycle lunaire, et que les femmes avaient effectivement, leurs règles étaient synchronisées, et que donc elles se retiraient en groupe et saignaient toutes en même temps. C'est possible, mais alors c'est possible à plein d'égards qu'il y ait eu des coïncidences entre les cycles, parce que grosso modo, sur un groupe de plus de 10 personnes, il y a une chance sur 2, parce que les cycles sont de grosso modo 30,5 jours, que plusieurs femmes et un nombre considérable même puissent les avoir en même temps, entre celles qui les ont au début et celles qui les ont à la fin, compte tenu de la durée des règles et de la durée des cycles. C'est mathématique. Ce qui me conduit à dire, comme Chris Knight et Kellermeyer, qui est un ethno-mathématicien, que les femmes ont aussi été les premières mathématiciennes, puisque les plus anciennes tablettes de calcul que l'on retrouve seraient des calendriers menstruels qui essayent de calculer des durées, des grossesses, le moment de la naissance est très probablement le moment propice pour avoir des enfants. Et là intervient cette idée que les menstruations, donc le mot menstruation, mens, c'est la lune, et rte, c'est le rite de la lune, il est relié à ça, a servi à exprimer ce pouvoir qu'ont seules les femmes de porter et mettre au monde des enfants, mais aussi le fait de choisir quand elles en auraient. En fonction, alors ça c'est une chose qui n'est pas attestée. Ce qu'on sait seulement, je dis c'est pas attesté parce que personne n'est allé faire un reportage dans la préhistoire pour savoir comment ça se passait. De surcroît, il y avait sûrement plusieurs organisations sociales différentes au fil de ces dizaines de milliers d'années, et des différents peuples qui se sont constitués. On sait juste qu'ils étaient chasseuses-cueilleuses. Il et elle étaient chasseuses-cueilleuses et nomades ou semi-nomades. Donc ça inclut beaucoup de choses, mais ce qu'on sait aussi, c'est que les premières divinités, les premières représentations sont très souvent féminines. Ce sont toutes ces statuettes qui remontent à la préhistoire. Probablement chaque personne en avait. On a même retrouvé des petites statuettes dites les Vénus préhistoriques, qui sont en fait des colliers avec les encoches des cycles. Donc c'était vraiment des calendriers menstruels qu'on portait sur soi. Et ça prouve l'importance que ça avait. C'était des figures féminines, et le rapport avec la Lune est marqué très vite. Les premières divinités sont des divinités lunaires et féminines, représentées. Alors Isis, on en a encore des traces. Isis, Astarté, Ishtar sont toutes représentées avec un croissant de lune sur la tête. C'est le signe du pouvoir suprême. Qui nous a donné la couronne. Encore aujourd'hui, quand un homme met une couronne sur sa tête, il dit « j'ai le pouvoir divin par mes règles, de donner naissance à un enfant ». C'est vous dire à quel point c'était considéré comme quelque chose d'important. Le symbole du croissant de lune, il dit vraiment ça. Et il est relié à cette histoire-là. Moi, ça m'a beaucoup intéressée de me pencher sur cette époque-là, et de me demander ensuite comment une histoire de survie, de pouvoir, parce qu'évidemment c'est important de pouvoir se reproduire dans un clan, et c'est important de pouvoir le faire au moment qu'on a voulu et au moment où l'enfant pourra survivre. Et on a toujours des idées totalement fausses sur la préhistoire, selon lesquelles les femmes avaient plein d'enfants, étaient tirées par les cheveux, et étaient soumises et enfermées dans la caverne pendant que
monsieur allait tuer des éléphants. Les progrès de l'archéologie nous montrent qu'il n'en est rien et qu'il y avait probablement, même si on ne peut que constater que le patriarcat est aujourd'hui majoritaire dans toutes les sociétés et que très peu de sociétés égalitaires existent, que des sociétés plus égalitaires ont existé et qu'il en reste des traces sur lesquelles, d'ailleurs, Françoise d'Aubonne avait écrit. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Les femmes avant le patriarcat », dans lequel elle essaye de comprendre à quel moment les choses ont basculé. Et ça, c'est... Même si les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain, on n'a pas eu un grand colloque, on n'a pas eu un G7 des mecs qui ont dit, vous savez quoi, maintenant on va reprendre le pouvoir, etc. C'est maintenant le G7, mais à l'époque, on suppose que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça a évolué de société en société sur plusieurs dizaines de milliers d'années, mais grosso modo, c'est Noah Harari qui nous le dit, c'est au moment du néolithique que les choses ont basculé, qu'il y a eu ce renversement qui a institué le patriarcat et la domination masculine sans partage. Là, pour plusieurs raisons, hein. D'abord parce que il y a la sédentarité, l'agriculture, la domestication des animaux. Les premières cités-États ont eu plein d'effets. La propriété, voilà, arrive. On observe, en domestiquant les animaux, qu'on peut contrôler leur reproduction. Et puis surtout, il se passe une chose assez étrange que souligne Harari, c'est le fait que notre alimentation, l'alimentation change, va avoir un impact très important, notamment pour les femmes. On peut stocker la nourriture, c'est le grand bénéfice de l'agriculture. Mais donc on passe d'une alimentation carnée et légumes, baies, etc., à une alimentation très riche en sucre lent et en alcool d'ailleurs, parce que c'est en même temps, il y a des thèses qui disent que on s'est lancé dans les céréales parce qu'on pouvait faire de l'alcool avec et que l'espèce humaine a toujours eu une propension à la drogue et à l'ivresse, favorisant la transe. Ceci est une autre affaire. Mais qui dit sucre dit beaucoup d'estrogène. Qui dit beaucoup d'estrogène dit, on fait un enfant tous les ans. Et en plus, on peut diversifier l'alimentation beaucoup plus vite. Parce qu'on va donner des bouillies aux enfants, etc. Et alors, c'est donc vraiment... on améliore la production et le rendement de la démultiplication. C'est la quantité contre la qualité. Ouais. C'est-à-dire que l'espèce humaine perd en force, en taille, en résistance aux maladies, en capacité même physique. Vraiment perd beaucoup. Et ça aussi, c'est documenté dans plein de récits qu'on va retrouver et dans la Bible, mais ou dans des récits grecs, par exemple sur les Amazones, qui, elles, sont restées libres, sont restées nomades, qui sont beaucoup plus fortes. Et donc, les paysans essayent d'avoir des Amazones pour avoir des descendances plus fortes. Parce que les femmes qui se mettent à faire un enfant tous les ans, elles font des enfants moins solides, moins en bonne santé. 70% meurent. Ouais. Alors, imaginez-vous ce que c'est. Quand on connaît l'investissement énergétique que c'est, affectif, psychique, de donner naissance à un enfant, physique, psychique, tout, et qu'il meurt avant 5 ans. 7 sur 10. On devient des usines à pondre. Moi, je peux comprendre qu'à partir de ce moment-là, c'est très facile d'instituer la domination masculine, si je puis dire. Puis c'est documenté dans la Bible, hein, tu accoucheras dans la douleur et toi, tu vas travailler la terre. On comprend bien, tout ça, c'est après l'âge d'or. Ce qui se passe là, c'est la sortie du paradis, c'est la sortie de l'âge d'or, ce qui est décrit comme l'âge d'or.
Et ensuite, on a véritablement cette appropriation du symbole du pouvoir des règles dans l'histoire de Abraham et Sarah. Voilà, quand l'ange Gabriel arrive et dit elle aura un enfant, elle a 90 ans, alors qu'elle n'a plus cette chose qu'ont les femmes. Et vous verrez que dans toutes les naissances dans la Bible, des grands prophètes viennent de femmes qui sont ménopausées ou qui n'ont pas leurs règles. L'idée, c'est vraiment d'enlever ce symbole de pouvoir, parce que symboliquement, il est le pouvoir de la maternité, qui ne sera jamais totalement effacé. Il est ineffaçable, puisque preuve en est de toutes les vierges qui sont restées dans la religion catholique, en dépit du fait que Jésus a fini par dire « ceci est mon sang », cette appropriation du sang. Mais il dit deux choses, je reviens là-dessus, Gabriel, c'est quand il annonce la naissance d'Isaac, il va devoir être sacrifié. Sacrifié, on ouvre et on fait couler du sang. En même temps, le symbole de l'alliance, ça va être que tous les hommes soient circoncis. Qu'est-ce que c'est la circoncision ? C'est faire couler du sang du sexe de l'homme. Et ça peut paraître fou, mais on a vraiment une appropriation des règles là. Et quand d'ailleurs on interrogeait les rabbins encore au Moyen-Âge en disant « mais les femmes font-elles partie de l'alliance puisqu'elles n'ont pas leurs règles ?» Oui. Puisqu'elles ne sont pas circoncises, pardon. Et les rabbins répondaient « oui, elles sont dans l'alliance puisqu'elles ont leurs règles ». Donc il y avait véritablement une équivalence qui était donnée symbolique entre le fait d'avoir ces règles et le fait de se circoncire. C'est attraper ce pouvoir-là et le nier aux femmes. Et donc se servir des règles pour les exclure de tous les cercles de pouvoir. On ne peut pas entrer, accéder au temple, voilà. Quand moi, je suis allée à Myanmar pour voir un temple bouddhiste, et pourtant c'est une autre tradition culturelle, eh bien, les hommes de ma famille avec qui j'étais pouvaient aller au cœur du temple. En revanche, les femmes qui étaient bouddhistes et qui venaient pour exécuter un rituel n'y avaient pas accès. C'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Voilà, donc, et ça a servi jusqu'aux périodes les plus récentes. Pourquoi les femmes ne pourraient pas voter ou être élues ? Eh bien, des hommes politiques n'hésitaient pas à dire que c'était parce que, en raison de leurs règles, elles étaient incapables de prendre une décision rationnelle, qu'elles étaient toujours otages de leurs émotions. Même Colette, la grande Colette, disait « il ne faut pas donner le pouvoir aux femmes, elles deviennent folles une fois par mois ». En 2020, tu as signé un manifeste pour une révolution menstruelle. Alors, comment ça se passe ? Je l'ai écrit, je ne l'ai pas signé. Ah ben tu l'as écrit et signé de ta plume, c'est tout toi. Ça. Mais en effet, alors explique-nous, on commence par quoi pour s'atteler à cette révolution menstruelle ? Pour moi, c'est plus, une aspiration à se réapproprier nos corps, nos cycles, nos perceptions, nos sensations, dans toute leur diversité, de s'autoriser à rendre cette expérience valide. C'était vraiment mon idée de redonner de la dignité à ce sujet. Parce que, et pas d'en faire juste un sujet de blague, même si j'ai essayé de faire preuve d'un peu d'humour dans le livre, j'avais vraiment envie de raconter, par exemple, le fait que j'ai choisi de raconter mes règles, de faire mes propres règles, si je puis dire, à travers l'histoire de ce livre, c'était vraiment lié à quelque chose qui peut sembler, en quelques années, ça a beaucoup changé, mais qui peut sembler étrange, mais c'était de dire,
oui, cette expérience est valide, on peut la raconter. Et on peut la raconter en la mettant en lien avec beaucoup de choses qui nous en apprennent énormément sur qui nous sommes en tant qu'êtres humains. C'était ça mon idée. Donc la révolution menstruelle, c'est ça, c'est décider que nos corps ont une... comment dire... nous sommes légitimes à entendre, écouter et vivre dans nos corps comme ils sont. Et qu'on se sente ou qu'on soit ou pas femme et quels que soient les organes sexuels qu'on a. Mais d'accepter que cette expérience, elle a beaucoup plus de richesse, de diversité, de pouvoir qu'on l'imagine. Et alors, quelle serait, en t'écoutant, je me dis, plus on est à l'écoute de nos sensations, notamment quand on a nos règles, ou quand on ne les a plus, enfin qu'on les ait, si je comprends bien, c'est partir de cette expérience du ressenti du corps et comment ça fait un cadeau à nos sexualités, ça? Ou comment ça pourrait faire un cadeau? Parce que moi, j'ai été élevée aussi avec c'est sale, ça sent pas bon, faut le cacher, pas de sexe pendant qu'on a ses règles. Ou d'ailleurs, je ne sais pas qui me l'a dit ça. Je pourrais pas, j'ai pas le souvenir de quelqu'un qui m'aurait dit on ne fait pas l'amour quand on a ses règles. Pourtant, c'était imprimé en moi, jeune fille, jeune femme, que on ne fait pas l'amour quand on a ses règles. Et il m'a fallu avancer dans une meilleure connaissance de moi et de ma sexualité pour me dire mais non, pas du tout, après tout, et pourquoi pas? En fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ce dont moi je me suis rendu compte en réfléchissant à cette question, c'était à quel point il y avait une contradiction entre ce qu'on me disait que j'étais et ce que je ressentais. Et à quel point je perdais un temps considérable à douter de mes propres perceptions, de mes propres aspirations, de mes propres respirations, pour essayer de convenir et de répondre à l'attente, pour parler de manière générale, que le patriarcat avait pour moi. Et ça reste très important, encore aujourd'hui, ça reste très prégnant. Mais de s'autoriser à ressentir et à faire confiance à ses ressentis, c'est quelque chose d'extraordinairement libérateur, mais qui demande un travail considérable. Alors, pour tout le monde, très probablement, parce que les femmes ne sont pas les seules à subir des injonctions propres à leur genre. Mais on ne peut pas ignorer qu'elles le sont dans un système de domination et que on essaye, voilà, de convenir, de ne pas gêner, de ne pas d'être désiré, d'être désirable, avant de se poser la question de son désir. Et toute l'histoire du tabou des règles, c'est qu'en fait, comme c'est une vision dégradée du corps, que c'est une vision péjorative. On va toujours dire en mauvaise part, bah, dis donc, t'es de mauvaise humeur, t'aurais pas tes règles. On dit jamais à quelqu'un, dis donc, t'as la pêche, peut-être que t'es en train d'ovuler. J'en sais rien. On le fait jamais. D'abord, ce serait absurde, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais c'est toujours en mauvaise part. Et à partir du moment où on a ça, on ne se respecte pas soi-même. On ne se fait pas respecter et on permet à des violences de survenir et des oppressions de survenir parce qu'on a intériorisé ce sentiment d'infériorité. Tout en ayant en même temps à l'intérieur une petite voix qui me dit « Ouais, mais quand même, c'est génial ». Moi, je me souviens, et pourtant je souffrais d'endométriose, j'ai beaucoup souffert pendant mes règles, mais j'avais des moments où j'adorais la sensation, j'adorais l'odeur, j'adorais... Mais je me disais, ah bah non, c'est pas bien, c'est... Voilà.
donc j'étais dans un discours permanent entre moi et moi-même où j'avais ce regard négatif sur moi-même, sur mon corps. Et alors, plus on vieillit, pire c'est. Voilà, ou encore aujourd'hui, voilà, je vais avoir 60 ans et on voit bien que c'est considéré comme un drame d'arriver à un moment où on n'est plus sur le marché. C'est considéré comme un drame et c'est aussi étrangement à la fois une libération et un chagrin. Je ne peux pas nier que les deux choses ont été présentes et accepter cette contradiction, c'est plus intéressant que de se dire qu'est-ce qu'on doit être. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, très bien. Méconnaissance de nos règles ou non-écoute de ce qu'elles ont peut-être à nous apprendre. Scandale de l'endométriose. Moi, je trouve que c'est quand même un scandale parce qu'on a de la littérature là-dessus depuis quand même pas mal, suffisamment de temps pour peut-être peut-être pour s'être penché sur la question avant. Voilà, je me pose la question auprès de toi sur qu'est-ce qu'on fait pour la santé des femmes? Quand est-ce qu'on s'intéresse aussi à la santé des femmes? Alors, c'est effectivement un énorme scandale qui est peut-être en train quand même de changer, mais qui reste très problématique. C'est le fait que dans les sciences, académiques, qui sont fondées sur la division par discipline. Tout ça nous dit déjà beaucoup de choses sur la manière de concevoir la pensée, la science et la recherche. Et c'est sacralisé. Eh bien, l'homme est le standard, si je puis dire, le maître étalon. Le standard et la femme et le corps féminin, je dirais plutôt, est considéré comme sa variante. Et ça, c'est déjà complètement dingue. Au plan scientifique, c'est très problématique. Ça veut dire que les recherches et les expérimentations, y compris sur les corps animaux, se font sur des mâles qui sont jugés plus stables parce qu'ils n'ont pas de cycle. Et donc, on a considéré uniquement sous le rapport du poids les posologies des médicaments et pas sous le fait que nous allons, avec des corps pourvus d'utérus et de fonctionnement hormonal différents, réagir différemment à certaines thérapeutiques. C'est quelque chose qui est simplement, toute la science aujourd'hui, et en particulier la science médicale, elle est androcentrée. Et elle a aussi visé, avec le développement des académies de sciences médicales, etc. Et ça a été bien raconté aussi par les personnes qui ont travaillé sur les sorcières, les sages-femmes, les infirmières, dont il a fallu les déposséder d'une expérience, d'un savoir, les renvoyer systématiquement à l'obscurantisme pour mettre les femmes, quand on réfléchit, mettre les femmes dans une pièce et les accoucher les unes après les autres et s'étonner qu'il y ait la fièvre puerpérale parce qu'avant qu'on réalise que peut-être il fallait se laver les mains entre chaque, c'était pas si mal. Voilà, on a vraiment la preuve dans la façon dont ça se passe aujourd'hui dans la santé que il y a une dimension mortifère dans le fait de vouloir et idéologique, contrairement, on présente toujours la science, la médecine comme quelque chose d'objectif. Or, c'est objectivant, mais c'est pas objectif. C'est fondé sur une idéologie suprémaciste, par définition. Donc, c'est quelque chose qui a évidemment des répercussions énormes. La façon dont on a élaboré, par exemple, les contraceptifs hormonaux, dont on a développé la gynécologie en exploitant, en faisant subir des choses épouvantables à des femmes esclaves noires. L'inventeur, entre guillemets, du spéculum est un homme qui a torturé littéralement
une femme noire, en l'opérant à vif, en faisant, enfin plusieurs. Il y a quelque chose, ça s'est fait sur des violences extraordinaires. Aujourd'hui, on est dans un mouvement qui dénonce les maltraitances obstétricales, gynécologiques, et on commence tout juste. Moi, je me souviens quand, pour la première fois, une personne m'a demandé mon consentement pour un examen médical, c'est l'année dernière. C'est-à-dire que moi, j'ai passé toute une vie de gynécologie, alors de vie gynécologique. Alors, faut imaginer, avec de l'endométriose, avec du HPV, des opérations du col de l'utérus, des accouchements, etc. Enfin, moi, je me souviens, on me fait déshabiller entièrement dans un cabinet à l'hôpital. On me demande de m'allonger, je suis entièrement nue. Arrive un homme avec 5 étudiants qui dit « ça, c'est une grossesse de 3 semaines ». Et qui me fait écouter le cœur, alors que je venais pour une IVG. Ça, c'est une grossesse de 3 semaines. C'est à quel point on est des personnes. Et bon, évidemment, quand là, j'ai vu une sage-femme qui me dit « bon, bah voilà, je vous demande, je vais vous faire ça, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que ça vous va, etc. » Bah, ça m'a vraiment beaucoup émue. Donc, et voilà, c'est une histoire, j'ai que 60 ans. Et ça s'est révélé à moi vraiment très, très récemment. Donc, je trouve que c'est une question importante sur laquelle il faut encore avancer. Sur l'endométriose, on n'obtient toujours pas les crédits pour faire des recherches. On a découvert seulement en 2008 que le sang menstruel contient des cellules souches, que ces cellules souches, elles réagissent différemment suivant qu'on est porteuse ou non d'endométriose ou de certaines maladies des ovaires. Et il n'y a toujours rien sur ce sujet. Déjà, le fait qu'on découvre ça qu'en 2008, jusque-là, les cellules souches, on en avait seulement dans la moelle osseuse, le sang du cordon. On le recueille pour ça, parce que ça permet de mettre au point certaines thérapeutiques contre le cancer, certaines maladies cardiovasculaires, puisque ce sont des cellules souches, si on utilise ces cellules souches sur soi ou des personnes de sa famille, eh bien, c'est pas rejeté. Donc, on en produit chaque mois. Des millions, des milliards de femmes en produisent chaque mois. On n'en fait strictement rien. Voilà, on se pose encore la question du diagnostic de l'endométriose alors que des recherches nous montrent que un simple prélèvement du sang menstruel pourrait, alors je ne suis pas scientifique donc je vais pas, pourrait nous aider à former un diagnostic qui est difficile à faire à l'imagerie encore, même si ça s'est beaucoup amélioré. Et j'ai discuté avec un chercheur, un homme formidable à l'INSERM, qui dit, bah voilà, mais moi j'ai proposé un projet de recherche sur l'endométriose, je n'ai pas obtenu les crédits que je voulais, j'ai proposé en même temps un projet de recherche sur le cancer de la prostate et j'ai obtenu immédiatement l'argent. Parce que les subventions sont données, ça reste encore quand même dominé par des hommes qui, même sans s'en apercevoir et même sans avoir l'impression... il y a un biais qui est là et qui va faire que... un biais à la source. Alors qu'on a la permaculture là, juste là. Alors, sortir de la guerre des sexes, reconnaître la différence des sexes, par où on commence pour impliquer les hommes dans ce changement de paradigme? Ou est-ce qu'il faut se soucier de les impliquer? Alors, on me pose souvent cette question, et les hommes, qu'est-ce que les hommes ont pensé de votre livre? Alors, bon, je dis, moi, j'en sais rien, il vaudrait mieux leur demander à eux qu'à moi. Ce qui est certain, c'est que dans les rencontres publiques, au début, en tout cas, maintenant, moins, mais au début, c'est assez étrange, ils étaient les premiers à s'exprimer. Hein. Ils me disaient, oh, c'est pas du tout la vision que j'ai des règles, etc. J'ai dit, ah bon, vous avez une vision, une expérience. C'est pas mon expérience. J'ai dit, ah bon, vous avez une expérience, merci de me dire. Alors, je suis un peu embêtée avec ces questions, non pas parce que ça m'intéresserait pas, mais parce que je pense que précisément, il faut sortir de ce paradigme où on se définit tout le temps
en fonction des hommes. Voilà. Et que la révolution la révolution féministe menstruelle telle que je la décris, elle pourra survenir à partir du moment où on ne se demandera pas sans cesse ce qu'ils en pensent, ce que Simone de Beauvoir appelait les femmes pour se libérer ont besoin de se départir de cette considération émue. Je ne connais aucun homme qui ait une considération émue pour une femme. Il peut avoir de l'admiration, il peut avoir de l'amour, il peut avoir du mépris, etc. Mais la considération émue, je trouve que ça décrit très bien cette espèce d'état où on va douter tout le temps de notre légitimité à exister et qu'est-ce qu'on va faire d'eux et avec eux et qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi, je pense que déjà, il faut qu'on s'interroge, nous, dans nos réalités physiques, psychiques, diverses, de genre, d'orientation, de ce qu'on veut faire, et de se positionner peut-être différemment. J'ai pas à penser tout le temps à quoi faire avec eux. Je dois avancer. J'ai beaucoup de choses que je n'ai pas suffisamment pensées, pas suffisamment réfléchies, auxquelles j'ai pas prêté assez d'attention. C'est pas eux qui ont la clé de ça, il y a que moi qui l'ai. Et je dis moi, qui est un grand nous en vérité, qui est dans mon cas pas excluant, mais c'est pas ma priorité parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est le thème précis et c'est pour ça que c'était un génie. Une génie ne se dit pas, mais disons, on va le faire maintenant. C'était une génie, Simone de Beauvoir, quand elle crée le deuxième sexe. C'est-à-dire, la femme est décrite comme l'autre. On voit en médecine ce que ça peut produire. Donc, imaginons-nous en tant que dans notre vie sociale, à quel point c'est très grave de se penser toujours comme l'autre. Et de penser les choses en termes de guerre. Parce que la guerre, c'est vraiment pour moi la base patriarcale absolue. C'est-à-dire avoir le territoire, à posséder les choses, exercer sa violence et choisir la concurrence contre la coopération. Donc, tant qu'on est dans ce paradigme-là, qui est où on accepte qu'il y a une hiérarchie entre les individus ou que on doit défendre tel ou tel territoire, je pense pas qu'on soit très révolutionnaire. Donc il y a peut-être une nécessité de se donner à soi-même la priorité. Je suis le personnage principal de ma vie, je ne suis pas le personnage secondaire de la vie de mon conjoint, pour parler de ce qui est le plus fréquent comme expérience sociale. Et ce qui fut pour moi mon expérience longtemps. J'ai été majoritairement hétérosexuelle, avec une vie et une sociabilité hétérosexuelle. Et de fait, je me suis pensée comme le personnage relativement secondaire de la personne avec qui je vivais. C'est la réalité. Et tout en étant en résistance et en révolte contre ce fait-là. Et ça crée des conflits, des douleurs, des chagrins. La lumière est d'accord avec nous. Oui. J'étais en train de penser, Élise, mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi. Ouais, se sentir comme le personnage principal de sa propre vie. C'est pour ça que moi, je ne réponds pas sur ces questions-là. Ni j'exclus, ni j'inclus. J'invite et surtout, je prends soin des choses importantes. J'essaye de me dire que ce n'est pas d'être objet de désir, mais d'être sujet de sa propre vie qui compte. Il m'a fallu très longtemps pour le comprendre et j'ai encore beaucoup de travail pour avancer, mais je me rends compte du bénéfice extraordinaire que ça représente et j'espère pouvoir le partager avec le plus grand nombre de personnes. Ce serait quoi ton truc, enfin, je ne sais pas si c'est une pratique quotidienne où il y a pour justement permettre aux femmes de davantage être au guidon
qu'elle soit bien le sujet de leur vie. L'héroïne principale, le grand personnage. C'est de s'écouter soi-même et de s'écouter les unes les autres, de vraiment écouter, de vraiment vivre ce qu'on vit, de vraiment ressentir ce qu'on ressent. Et pour ça, il faut s'accorder du temps et se débarrasser de tout ce qui n'est pas important. Alors, par pas important, moi, il y a plein de petits soucis. Je remarque que beaucoup de femmes, par exemple, vivent dans la peur. C'est à raison. Je veux dire, c'est dangereux d'être une femme. C'est dangereux dans l'espace public où on est agressé, on subit ces agressions, ces dominations. Si alors, en plus, on est une personne racisée ou si on est une personne dont la sexualité n'est pas dans la norme, c'est ça au carré. Mais en même temps, on est conditionné à avoir peur d'une porte qui claque, de la lumière qui s'éteint, de prendre la route toute seule quand on est en voiture, de se dire mais est-ce que je vais être toute seule dans cette maison à la campagne? Or, on le sait, hein, il faut regarder un peu plus les statistiques, c'est plutôt d'être en famille, entouré d'un homme à qui on a dit qu'on le quittait, qui nous met en danger, mais pas tellement d'être toute seule à faire du jogging ou à marcher, et que ça change rien. Et je trouve que on est... Moi, j'ai eu le sentiment de m'être d'avoir perdu beaucoup d'énergie à me demander ce que les autres allaient penser et est-ce que vraiment j'ai raison? Enfin, j'ai un conjoint dont la question principale quand je lui disais quelque chose, c'était: «Mais tu es sûre?» Évidemment, ça me faisait terriblement douter. Et ça jusqu'au jour où je dis: «Bon maintenant, ça suffit. Arrête de me demander si je suis sûre». Donc puis il n'a pas compris, donc après chaque fois qu'il me disait quelque chose, il me dit: «Tu es sûre?» Il a fini par comprendre, mais bon. Donc oui, j'aime pas donner des conseils, hein, parce qu'on dit, l'expérience des autres est un peigne pour chauve. Et en même temps, je trouve que plus on partage nos expériences, plus on s'écoute. Alors, c'est dans le sens du conseil. Dans le sens du conseil, c'est-à-dire, moi, je peux dire, c'est comme ça que j'ai essayé d'être beaucoup plus attentive et plus à l'écoute et d'avoir beaucoup plus confiance dans le potentiel de ce que je suis et de ce qui peut arriver. En fait, c'est un peu ce que disent, je sais plus, c'est un sage, une parole de sagesse un peu banale peut-être, mais qui dit: «Bon, s'il y a un problème et que si ton problème a une solution, pourquoi tu t'en fais? Si le problème n'a pas de solution, pourquoi tu t'en fais?» Bon, il y a un peu cette histoire-là, c'est-à-dire que, c'est très, très difficile, hein. Je dis pas du tout que c'est facile, mais que, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai essayé c'est un peu, mektoub, d'accepter, ce qui est, et de faire de son mieux, dans ce qui est, mais, sans perdre son temps sur, alors est-ce que je suis bien coiffée comme ça? Est-ce qu'on va bien me voir comme ci? Est-ce que c'est pas trop cuit? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai pensé à ci? Est-ce que j'ai pensé à ça? Et alors pour payer les factures et bon, demande-toi, est-ce qu'il y a un oiseau qui chante quelque part et qui chante pour toi? Franchement, quand je me pose cette question, il y en a toujours un qui vient. Pas là parce qu'on s'est insonorisé, mais qui sait? Ouais, qui sait? Et en t'écoutant, tu vois, je doute d'un truc. J'ai un garçon et 2 filles. Et je me dis, pour l'instant, les choses restent profondément inégalitaires parce qu'une fille peut pas se balader à n'importe quelle heure du jour et la nuit, comme elle a décidé de se balader ou elle a envie de se balader. Et
en t'écoutant quand tu as dit, mais là où une femme est le plus en danger, c'est quand elle dit à son compagnon, c'est fini. Je me suis dit, mais est-ce que toi, t'es pas en train Enfin, j'ai eu un espèce de couac sur est-ce que j'entretiens qu'une fille peut pas se balader comme elle l'entend, ou elle l'entend, sans risquer de se faire agresser, en gros, ou violer. Voilà, j'ai eu un... Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, j'ai plein de questions, mais une des questions, qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté à se balader comme on veut? Enfin, évidemment, dans le respect de la voie publique, bien sûr, sans avoir tout de suite cette petite voix qui dit non, tu peux pas te balader parce qu'il y a un risque. Tu peux pas aller dans ce parking-là à cette heure-là parce qu'il n'y a pas assez de monde. Tu peux pas. Et en même temps, dans un temps où il y a aussi un choc des cultures par rapport à ça. Alors moi, c'est ma propre fille qui m'a appris ça, et moi, avec elle, nous avons appris ça ensemble. Mais celle qui raconte le mieux ça, c'est Virginie Despentes. Elle dit la vie, c'est prendre des risques, et si on accepte que le monde ne nous appartient pas, ils ont gagné. Bon, il faut aussi dédramatiser la prise de risque et se renforcer vis-à-vis de ce qu'on fait, de ne pas s'interdire à soi-même et se censurer soi-même. Quand ma fille est arrivée à l'âge où on sort, où on expérimente, où on tombe amoureuse, les hommes de ma famille se sont comportés d'une manière assez étrange, qui était... bon, d'abord, oui, alors, si un homme t'approche, etc., j'ai dit, mais de quoi tu te mêles? Son corps ne t'appartient pas. Il aura affaire à moi. Je dis, ah bon, et pourquoi? D'où tu as décidé que le corps de ma fille t'appartenait? Que tu étais dépositaire de son honneur? Ni le mien, ni celui de ma fille. C'est pas parce qu'elle appartient à ta famille. Tu lui dois protection et soutien, mais c'est tout. Et le respect total de ses choix. Donc, tu dois lui donner la force. Donc moi, ma fille, elle était habituée, elle sortait, elle avait décidé de sortir. J'ai jamais fait de remarques sur la manière dont elle était habillée. Et même quand elle était, comme disait un copain, habillée comme une voiture volée. J'ai dit, bah ouais, mais moi, j'ai pas de remarques à faire là-dessus. Elle expérimente, elle vit sa vie, c'est elle qui choisit, c'est elle qui fait comme elle veut. La question, c'est que, où qu'elle soit, elle fait gaffe à ce qu'elle boit pour pas perdre le moment et que à tout moment, elle peut toujours appeler à tout moment. Et elle a toujours de quoi rentrer. Une fois, elle n'avait pas. Et ben, elle est tombée sur un chauffeur de taxi. Elle était très saoule. Et le chauffeur de taxi était génial. Il l'a raccompagnée chez elle. Il lui a pas demandé d'argent. Et voilà, il faut aussi savoir s'adresser, faire les choses qu'il faut faire au bon moment. Donc, elle avait deux, trois, comment dire, tips, voilà. Mais pour le reste, c'est elle qui doit choisir en conscience ce qu'elle veut faire. Ça ne veut pas dire que j'avais pas peur, mais j'ai décidé plutôt de d'abord, la peur n'évitant pas le danger, c'est pas ça qui va l'aider et qui va la renforcer. Si elle sent ma peur, si elle sent mon soutien, si elle sent ma force, ce sera pas la même chose. Si je lui dis, écoute, des choses peuvent arriver, voilà ce que tu fais. Et tu es plus forte. C'est ce qu'on essaye. Après, tout peut toujours arriver. Mais tout peut toujours arriver. Quoi qu'on fasse. Mettre de la poésie dans nos rapports sexuels, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque une phrase qu'un homme m'avait dite une fois où je m'inquiétais beaucoup parce que j'avais mes règles et que nous avions un rendez-vous galant pour un week-end. Et je ne savais pas comment lui dire que j'avais mes règles et que donc ça ne serait pas comme je croyais qu'il s'attendait.
Et il m'a envoyé un mot que je trouvais très beau, qui était je serai vigneron et tu seras ma vigne. J'ai trouvé que c'était beaucoup de poésie, et cet homme a beaucoup contribué à me réconcilier avec mes règles, même s'il m'a fâchée avec d'autres choses. Il a eu ce rôle dont je lui suis reconnaissante. Dans une société post-MeToo, qu'est-ce que tu trouves encourageant ? Que MeToo n'est pas fini, que MeToo continue. Je dois vous dire que moi, je dis vous, voilà, plusieurs là. Le monde. je dois dire qu'au début, quand MeToo est arrivé, et on est plusieurs de ma génération à avoir ressenti ça, on avait l'expérience de Strauss-Kahn derrière, et on se disait, bon, ça va faire un peu... c'est l'idée de sacrifier un individu pour que le système perdure. Mais grâce à Internet, grâce aux personnes très courageuses qui ont été loin dans les témoignages et les paroles qu'elles ont prises, il y a un changement de paradigme, c'est-à-dire que la question de la violence, elle est vraiment sur la table. Et le fait que la violence se soit exprimée ou portée sur nous comme constitutive du système de domination. Voilà. C'est en objectivant nos corps, et ça c'est vraiment très écoféministe de le penser, c'est-à-dire que tous les systèmes de domination, ils visent à nier le sensible chez l'autre, à nier la douleur, pour nier la douleur qu'on inflige, parce qu'on ne vit pas correctement. Il faut justifier la violence qu'on exerce. Et ça va dans l'idée de objectiver. Et à partir du moment où MeToo dit, bah si, ça fait mal en fait. Ça fait mal même quand tu fais que me mettre une main au cul. Oui, si, c'est grave en fait. Et c'est grave quand tu le fais tout le temps. C'est grave... c'est grave l'inceste, c'est très grave. Il faut en parler, il faut expliquer ce que c'est. C'est très grave. Ça, et c'est une violence qui s'exerce sur les enfants, majoritairement les petites filles. Je crois que c'est 80%, mais aussi sur des garçons. Et je pense que ce que va nous amener aussi MeToo, c'est cette conscience. Il faut reconnaître la douleur qu'on ressent, la souffrance qu'on ressent, c'est ça qui nous permet de changer. On le sait bien, on ne change que quand on reconnaît. Si on est dans le déni de ce dont on a souffert, on continue à le subir et à l'infliger. En disant c'est pas si grave, moi aussi j'ai pris des gifles quand j'étais petit, c'était pas si grave. En fait, si, c'est si grave. C'est si grave parce que c'est tout le système de domination qui repose sur ce dressage et ce sexage, et qui aboutit à ce monde absurde qui va directement dans le mur, sur des souffrances humaines, animales, probablement même terrestres, qui sont liées au déni de la réalité sensible et connectée de ce monde. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre aux jeunes générations ? Juste ce que je viens de dire. Je veux dire, je me pose pas... D'ailleurs, en te posant la question, je me dis, mais ma question, elle est complètement con, parce que justement, Élise, elle nous amène à avoir un rapport, comment dirais-je, transgénérationnel, même sphérique, en fait, avec ceux qui nous entourent, et à nous connecter à ce tissu sensible qui nous relie, où qu'on soit. Ici ou ailleurs, dans le visible, dans le charnel. Et qu'est-ce que je fous avec ma question aux jeunes générations ? Oui, je sais pas. Je la remballe. Non, mais je comprends que, en tout cas, il y a quelque chose d'intelligent. Je crois que c'est Paul Léoto qui disait « Ne traitez pas cet homme de con, il n'en a ni la profondeur ni l'agrément. » Donc...
Et de se dire qu'on est... Non, c'est intelligent de se poser la question de la transmission, en vérité. C'est celle-là que tu poses et il y a aucune nécessité de te méjuger. Loin de là. Je m'en rends pas compte parce que c'est très juste ce que tu dis. J'ai plus une sensation sphérique. J'ai une sensation à la fois, moi, d'être très jeune et très vieille et que peut-être j'ai autant un message à mes ancêtres que à mes enfants et petits-enfants à naître euh, d'aller vers son essence, vers ce que nous sommes profondément. Et de... euh, Il y a une chose que j'ai envie de dire à tout le monde, indépendamment des nouvelles générations, mais peut-être je pourrais le dire plutôt à des personnes jeunes parce que le climat, par exemple, des réseaux sociaux ou des relations sociales, je trouve, est extrêmement dégradé par des polémiques, des divisions, des agressions, des querelles d'ego, des choses totalement anecdotiques. Or, on a besoin d'être unis, reliés, à l'écoute les uns des autres, de ne pas se laisser emporter par tout ce qui alimente nos frustrations, parce que c'est nos frustrations qui vont faire qu'on va sortir, on va se jeter sur une barre de chocolat en se disant «Ah, j'ai bien mérité ça», alors que c'est de la merde. Enfin, je dis ça pas pour le chocolat, mais on est quand même dans une situation où on est bombardé tous les jours de beaucoup de micro-agressions et d'un système addictif où on cherche sans cesse la preuve qu'on existe vraiment et qu'on a de la place, etc. Et, euh, et tout ça nous fait perdre véritablement de vue qu'on a besoin de tout lâcher pour s'occuper de ce qui est le plus important, pour prendre soin des personnes malades, pour prendre soin de nous-mêmes, pour essayer de réparer autant que possible ce qui peut l'être. J'ai tout à fait confiance qu'on peut le faire, en fait. Je fais pas du tout partie des gens qui pensent que c'est foutu. Évidemment, tout nous dit que ça l'est, mais de toute façon, tant qu'on est dans le présent, rien n'est foutu. On peut tout. Je crois que tous les renversements sont possibles. Euh, je ne sais pas comment. Je crois que plus on sera nombreux à croire que c'est possible, et plus ce sera possible. Parce qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est l'imagination. Alors avant de se dire à bientôt, Élise, je te propose dans ce studio que chacun s'installe dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Pour finir ce temps de partage, je vais te poser quelques questions et tu réponds encore plus par association libre. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité ? Dès que je peux. En quoi ton coquelicot est-il une force ? Parce qu'il me relie à moi-même et au divin. C'est quoi ses super pouvoirs ? Il n'a aucun super pouvoir. Quels sont les mots qui t'ont particulièrement touché pendant ce temps de partage ? Con, parce que c'est un mot qui m'évoque la vulve, le vagin, son odeur délicieuse et sa générosité infinie, avec un côté un peu canaille. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ?
le plaisir de vivre et d'aimer. À présent ancré en toi, relié aux autres coquelicots, tu repars avec quoi, Élise? La joie de ce partage. Merci. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelito. Coquelito, je nous trouve très beaux.